Bonjour. Il est déjà 12h46 et comme vous le savez, c'est la séance de clôture, la session de clôture. Elle est à la fois très attendue et très rapide. Donc, nous ne perdrons pas de temps. Merci à tous d'être présents et je suis très heureuse de l'animer et d'être avec vous fidèles à ce rendez-vous. Avant de présenter nos invités, nos intervenants, c'est bien sûr d'abord Françoise Benamou, qui est la représentante du Cercle des économistes, professeure des universités et membre de l'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui va introduire notre table ronde. Quelle prospérité pour la France dans les 5 prochaines années? Merci Ruth et bonjour à tous. Alors, dans son roman Le médecin de campagne, Balzac nous apprend comment le docteur Benassi, devenu maire de son village, a apporté la prospérité en appliquant des théories novatrices. Grands travaux hydrauliques et routiers, démolition des habitations insalubres pour en construire de nouvelles et création de petites industries. Les grands travaux d'aujourd'hui, ce sont notamment les infrastructures télécoms, les biotech, l'intelligence artificielle, les industries vertes. Balzac nous rappelle qu'avec de la volonté, une vision, on peut créer les conditions d'une prospérité durable. Ces conditions procéderont dans la France des 5 années à venir des évolutions de l'environnement international, avec tout d'abord cette interrogation, dans quelle Europe vivrons-nous? La France des 5 années pourra s'appuyer sur les 7 piliers d'une prospérité durable et mieux partagée. Le premier, c'est la confiance. La France va mieux du point de vue de la croissance. L'INSEE a relevé son estimation pour cette année, de l'investissement ou de l'emploi, même si le reflux est encore modeste. Mais le niveau de la dette publique assombrit le tableau. Nombreuses sont les langues dans lesquelles le même terme désigne le péché et la dette. Rétablir la confiance, ce sera notamment au fil des 5 années qui viennent, répondre à la question de la dette. Le second pilier, c'est le numérique, mais le numérique apprivoisé. Outil pour tous, outil du quotidien, outil de la démocratie, outil de l'innovation. Criteo en est un acteur emblématique. Dans 5 années, tous les territoires auront été connectés. Les effets du numérique sur l'emploi seront compensés par d'autres emplois, mais, et c'est là une question cruciale, dans quelle proportion et à quelles conditions d'exercice? Comme le note le directeur général de Microsoft, il faut être moins cher et plus intelligent que la machine. Le problème, c'est que la machine est de plus en plus intelligente et de moins en moins chère. Alors le troisième pilier, c'est le travail. Œuvrer à une moindre polarisation du marché, donner une chance à chacun d'apprendre un métier, d'éventuellement refaire sa vie professionnelle, de créer son entreprise. La France des 5 années qui viennent aura mis en place les outils de cette agilité professionnelle. Le quatrième pilier, c'est l'école. 5 années ne seront pas de trop pour vaincre la malédiction des classements PISA, qu'il s'agisse du niveau obtenu par les élèves ou de la capacité à réduire les inégalités de départ. Les moyens auront sans doute été dégagés afin que la promesse des idéaux éducatifs républicains se traduise par des accomplissements significatifs. Le 5e pilier, c'est l'ouverture, la solidarité. La France des 5 années qui viennent doit être une terre d'accueil et de partage. Elle doit traiter la question des migrants, celle de la pauvreté, donner toute sa place à la pensée et à l'action humanitaire en France et dans le monde. Médecins du Monde s'y attellent. Le 6e pilier, c'est la culture et pas seulement celle des élites. Celle-ci procédera, pour reprendre l'expression de Théodore Zeldin, d'une politique culturelle qui répond aux ambitions des gens ordinaires. Enfin, le 7e pilier, ce sont le cadre de vie, les paysages urbains et ruraux, l'environnement. Les grands groupes tels Air Liquide ont pris la mesure du sujet. Mais ne soyons pas angéliques, nos fondamentaux sont questionnés, qu'il s'agisse du salariat, de la propriété, des institutions, de la protection sociale. La France apparaît comme un alliage d'inventivité, de dynamisme d'un côté et de crainte de l'insécurité sociale, de colère de l'autre côté. La France des prochaines années devra s'atteler à réconcilier ces contraires, à réconcilier le côté de l'ombre et celui du soleil, pour reprendre l'expression employée par Florence Aubenas en ouverture de nos rencontres. Merci. Merci Françoise, vous l'avez compris, autour de cette table, des représentants de ceux qui vont nous assurer cette prospérité dans les 5 prochaines années. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, Françoise Sivignon, qui préside Médecins du Monde, Benoît Potier, le président d'Air Liquide, et Jean-Baptiste Rudel, le président de Criteo. Alors Bruno Le Maire, Françoise Benamou a évoqué la confiance comme facteur de prospérité. Le président Macron l'a obtenue, vous êtes son ministre de l'économie. Comment comptez-vous la transformer en prospérité malgré la dette, les populismes
et le scepticisme qui monte. Merci Ruth Elkrief. Moi je constate d'abord que face au populisme dont vous parlez, face à la colère de beaucoup de citoyens, là où les Américains ont choisi Donald Trump, là où les Britanniques ont choisi le Brexit, la France, elle a choisi l'espoir, elle a choisi le renouvellement. Et je pense qu'on peut être tous fiers de ce que le peuple français a voté. Je pense que ça peut être pour chacun d'entre nous un motif de fierté, quelle que soit son opinion politique. Je tiens à vous dire aussi que je suis très heureux de vous retrouver ici. Je sors tout juste du G20 de Hambourg et je dois vous confesser que votre assemblée me semble un peu plus cool que celle du G20. Les attentes des Français sont considérables en matière économique. Et je pense qu'Emmanuel Macron a été élu justement pour porter une transformation en profondeur de la société française et de la nation française. Et comme ministre de l'économie et des finances, mon rôle est justement d'accomplir sur le champ économique cette transformation en profondeur de l'économie française pour qu'elle crée plus d'emplois et qu'elle crée plus de prospérité pour tous les Français, sans exception, pas pour une partie des Français, ceux qui ont réussi, ceux qui ont leur place au soleil, mais pour tous les Français, sans exclusive. Et pour ça, notre détermination avec le Président de la République, avec le Premier ministre, elle est totale. En matière économique, nous voulons aller vite, nous voulons aller loin et nous voulons aller fort. Aller vite, d'abord, ça ne veut pas dire faire des bêtises. J'entends ce matin, en allumant ma radio, en ouvrant le journal, que nous voudrions taxer le livret A. Il est hors de question de taxer le livret A. Je ne sais pas d'où sort cette idée farfelue, mais il n'en a jamais été question. Je vois qu'il y a certains épargnants dans la salle qui sont rassurés. Vous pouvez compter sur moi pour tuer le plus vite possible ce genre d'idées. Aller vite, c'est d'abord régler un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser en France, en Europe. Et je tiens à dire que depuis quelques semaines, nous avons réglé ou nous sommes en train de régler un certain nombre de difficultés. Nous avons réglé le problème de la dette grecque. Ça a l'air de rien, mais c'est des centaines d'heures de négociations pour arriver le 16 juin dernier à un accord sur la dette grecque. Nous avons réglé un certain nombre de difficultés industrielles et nous sommes en train de régler, en tout cas je l'espère, nous y mettons tous les moyens nécessaires, le problème d'une entreprise, GMS, à la souterraine, dans la Creuse. Et c'est un point symbolique parce que c'est la preuve de notre détermination à ne laisser personne de côté. Alors on peut me dire, mais c'est à peine 300 emplois. Oui, mais c'est des emplois industriels et ce sont des emplois dans un département reculé. Ça vaut le coup qu'on se batte pour sauver ces emplois et éviter la désindustrialisation dans ces territoires. Nous nous sommes battus pour l'attractivité de la place financière de Paris. J'ai fait un déplacement à New York il y a quelques jours pour dire à tous les investisseurs américains, toutes les grandes banques américaines, et le Premier ministre l'a redit hier, les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, vous êtes les bienvenus à Paris, vous êtes les bienvenus en France, la finance n'est pas notre ennemi, c'est le chômage. Voilà des éléments très concrets que nous donnons immédiatement. Aller vite, c'est engager sans délai la réforme du marché du travail. Muriel Pénicaud est en train de le faire, nous passerons par ordonnance, parce que nous estimons qu'il n'y a pas une minute à attendre pour avoir un marché du travail qui soit plus souple, plus créateur d'emplois pour les entreprises. Et je rejoins ce qu'a très bien dit le vice-président de la BCE il y a quelques jours. Ce n'est pas parce que la croissance va un peu mieux, ce n'est pas parce que la Banque centrale européenne a une politique accommodante depuis plusieurs mois qu'il faut se dispenser de faire la transformation économique du pays. C'est au contraire parce que la politique de la BCE est accommodante et nous donne des marges de manœuvre. C'est parce qu'il y a un retour de la croissance qu'il faut engager sans délai la transformation économique de notre pays. Aller vite enfin, c'est baisser la dépense publique, c'est respecter nos engagements européens. Parce que si nous ne tenons pas nos engagements européens sur les déficits, eh bien notre parole politique, elle ne vaut plus rien. Et contrairement là aussi à ce que j'entends dire ici ou là, je ne vois aucune contradiction entre la baisse immédiate des dépenses publiques à laquelle travaille le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin et la baisse sans délai
sans délai, des impôts pour les Français et pour les entreprises. Je pense qu'on peut parfaitement s'engager dans ces deux directions. En deuxième lieu, aller loin. Je vois qu'il reste à peu près 2 minutes. Je vais déborder un tout petit peu, c'est promis, pas beaucoup plus de 2 minutes. Aller loin, c'est retrouver un esprit de conquête. Et là, je vais simplifier mon message à l'extrême. La vraie question économique, en France comme dans tous les pays développés, la vraie question économique, c'est la question éducative. Tout se jouera là. La formation, la manière dont les jeunes s'approprient les questions économiques, l'apprentissage, la formation professionnelle, le changement des métiers. Le travail d'hier est mort. Le travail de demain sera un travail plus souple, un travail plus varié, un travail qui demandera un renouvellement professionnel permanent. C'est dans l'éducation que nous trouverons la réponse aux grands défis économiques du moment. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à construire, mais c'est aussi le défi le plus important que nous avons à relever. La vraie question économique, elle est dans l'innovation. Et quand je vous dis que dès septembre, nous engagerons des cessions d'actifs de l'État dans un certain nombre d'entreprises, ce n'est pas pour réduire la dette de l'État, c'est pour justement financer cette innovation de rupture dont nous avons besoin pour garantir que notre économie française demain sera bien une économie de l'intelligence, une économie de demain et pas une économie d'hier. Et je souhaite sur tous ces sujets ouvrir le débat, je le dis pour mon ami Jean-Hervé Lorenzi, il y a les rencontres d'Aix qui sont un beau moment de rencontre économique. Eh bien, je compte créer les rencontres de Bercy qui associeront les chercheurs, les économistes, les chefs d'entreprise et qui seront l'hiver l'équivalent des rencontres d'Aix l'été. Ce sera peut-être moins chaleureux, mais ce sera tout aussi efficace. Un dernier message, juste. Une charmante demoiselle qui me dit « Stop, arrêtez-vous, taisez-vous ». Je me tais après. Il faut aller vite, il faut aller loin, il faut aller fort. Parce que je reviens au G20 de Hambourg, je peux vous dire que l'époque actuelle n'est pas une époque pour les faibles. Quand vous êtes face à M. Poutine, face à M. Trump ou face à M. Erdogan, eh bien, il est temps que l'Europe se ressaisisse, qu'elle défende ses intérêts, qu'elle fasse payer à Google, Amazon et Facebook les impôts qu'elles doivent aux contribuables européens. Il est temps que nous sachions défendre nos intérêts commerciaux et que nous appliquions un principe de réciprocité et d'équité en matière de commerce mondial. Et il est temps enfin que la zone euro arrête de tergiverser et que les États membres de la zone euro, France et Allemagne en tête, comprennent qu'il est grand temps d'en finir avec une simple zone monétaire pour en faire une vraie zone économique et une puissance face à la Chine, aux États-Unis. J'ai terminé, stop, je me tais, c'est le problème. Merci beaucoup, merci Bruno Le Maire d'avoir été soucieux de cette obligation. Benoît Potier, Air Liquide, une des grandes entreprises du CAC 40, évidemment. Vous avez comme devoir, comme entreprise, de nous apporter cette croissance et cette prospérité. Mais est-ce qu'elle est seulement de la richesse, de la production, ou est-ce qu'elle va plus loin? Et comme chef de cette grande entreprise, je sais que vous avez le souci d'une responsabilité supplémentaire. Laquelle? Comment? Merci. Alors, c'est très difficile de passer après Bruno Le Maire avec un tel discours. Je vais essayer de me concentrer sur l'exercice qui requiert qu'on regarde plutôt les fonds marins que les vagues. Et je pense que c'est important. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder quelles étaient les grandes tendances sur lesquelles une entreprise comme la nôtre pouvait s'appuyer pour se projeter dans les 5 prochaines années, pour la France, mais également pour l'Europe, parce que je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, je retiendrai 2 tendances, en fait, qui forgeront, à mon sens, les prochaines années. C'est la tendance de la transition énergétique et climatique, je vais y revenir dans une seconde, mais il y en a une autre qui m'intéresse particulièrement aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la vie, c'est la qualité de la vie, c'est l'allongement de la vie. Et nous sommes un industriel présent sur ces 2 secteurs, donc nous avons en fait des réflexions sur l'un et l'autre.
Un point d'inflexion à signaler qui est évidemment omniprésent, c'est le digital. Et je voudrais juste en dire un mot. Et puis on a beaucoup parlé au cours de ces sessions du monde ouvert. Je crois que l'entreprise vit effectivement aujourd'hui dans un monde qui doit être beaucoup plus ouvert. Je vais essayer de donner quelques illustrations de ce que ça veut dire. Et puis deux atouts pour la France pour ces 5 prochaines années. Je réserve ça à la conclusion. Alors, transition énergétique et climatique, pourquoi est-ce que c'est une tendance de fond ? D'abord et avant tout parce que je pense que tout le monde aujourd'hui est soucieux des ressources, de la bonne utilisation des ressources qu'on doit essayer d'économiser, mieux utiliser, recycler. Donc il y a un vrai souci citoyen d'efficacité sur les ressources. Il y a un souci de santé et on a du mal à faire le partage entre les phénomènes de climat qui sont à long terme, qui en fait concernent 2040 et pour lesquels on dit finalement climat égale CO2. Ce n'est pas tout à fait vrai, c'est gaz à effet de serre, mais c'est en tout état de cause des politiques de long terme. Mais il y a aussi quelque chose qui est très court terme, c'est la qualité de l'air pour la santé. C'est-à-dire, de quoi parlons aujourd'hui? Beaucoup de particules, d'oxyde d'azote et de choses comme ça. Donc j'attire juste notre attention sur le fait que cette transition énergétique et environnementale, en fait, c'est un problème beaucoup plus global que les émissions de CO2. C'est un problème où il faut essayer de penser à long terme en se disant qu'est-ce qu'on veut avoir comme climat dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais également qu'est-ce qu'on veut avoir comme santé aujourd'hui. Nous sommes, nous, acteurs à la fois sur l'environnement et sur la santé. Alors, il y a beaucoup d'innovations qui sont possibles. Les entreprises sont extrêmement impliquées dedans. Et ce qui est intéressant, c'est finalement de voir qu'aux États-Unis actuellement, malgré le retrait des Américains de la COP de 21, en fait, les entreprises américaines sont engagées dans la transformation environnementale et investissent dans ces technologies. Donc on n'est pas... En fait, les entreprises se sont appropriées ce sujet et vont en faire un élément majeur des 5 prochaines années, en fait des 10 ou 15 prochaines années. Alors un petit exemple de ce qu'Air Liquide a fait, parce que je pense que c'est bon d'avoir des exemples, 2 minutes, d'accord. Nous avons en fait cette année, Jean-Hervé, je suis désolé, c'était à Davos, mais... On a créé ça à Davos, j'aurais dû le faire ici. Nous avons créé un Conseil mondial de l'hydrogène en rassemblant 15 entreprises privées mondiales, Japon, Corée, Allemagne, France, Royaume-Uni, bientôt États-Unis et Chine, pour prendre en fait une initiative pour aller dans le sens de la société hydrogène. Je ne vais pas faire de cours sur l'hydrogène, mais c'est en fait le stade ultime de l'énergie sans carbone, puisque par définition, il n'y en a plus. Et donc, c'est symbolique parce que ça veut dire qu'on est prêts, nous, les industriels, à se réunir pour prendre des initiatives et on va évidemment travailler avec les gouvernements. Il faut simplement se rappeler que c'est du temps long. Le deuxième point, deuxième grande tendance, c'est l'allongement de la durée de vie. C'est 20% de la population française en 2020 qui auront plus de 65 ans, alors qu'on vient de 15,7% pour être précis en 2000. Donc on a en fait une évolution extrêmement importante. Il faut donc qu'on s'occupe de ce sujet-là. Ça, c'est une tendance, je dirais, qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. C'est les maladies chroniques, c'est la pression budgétaire sur les systèmes de santé, c'est le sédentarisme, c'est l'exigence des citoyens d'un meilleur bien-être. Donc, on a besoin aussi, là, de construire des approches un peu holistiques. Le point d'inflexion, c'est le digital. Alors, le digital, c'est une révolution, incontestablement. Moi, je voudrais juste faire un point, c'est que c'est en train de rentrer, évidemment, dans les entreprises, mais il ne faut surtout pas en avoir peur, même si la question de l'emploi est une question qui va demander qu'on y réfléchisse. On n'a pas encore assez réfléchi au sujet. On ne sait pas si le digital en net va être fantastiquement créateur d'emplois ou en net destructeur d'emplois. Mon avis à moi, c'est qu'il va être créateur et pas destructeur. Mais ce qu'il faut bien voir, et on en a parlé dans les premières séances de DEX cette année, c'est qu'en fait, l'humain et le digital vont venir ensemble. C'est seulement par ce biais-là qu'on va y arriver. 70% aujourd'hui du travail à faire dans une entreprise pour créer un projet digital consiste simplement à nettoyer et à ordonner les données. Or ça, il n'y a que l'homme qui sait faire ça.
même si les algorithmes pourront le faire dans le futur. Mais c'est ça le problème qu'on a à gérer. Des données, on en a, mais elles ne sont pas de bonne qualité. Donc ça veut dire qu'il faut qu'en fait, on associe effectivement l'humain avec le numérique. Le dernier point que je voudrais faire, puisque mon temps est écoulé, c'est que je pense que la vraie transformation en mode de travail, c'est l'écosystème. Et là, je pense qu'il faut juste s'ouvrir, on en a beaucoup parlé, s'ouvrir au monde solidaire, s'ouvrir à l'environnement. L'entreprise doit aussi s'ouvrir aux autres acteurs économiques, aux universités, au gouvernement. Et donc, il y a un travail en fait collaboratif à faire pour ces 5 prochaines années qui me semble essentiel. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. La transition est toute faite puisque vous avez évoqué le numérique, le digital. Jean-Baptiste Rudel, vous avez créé Criteo, je prédis, une grande réussite française qui veut concurrencer Facebook ou Google et qui est au Nasdaq, qui est très connu bien sûr. Vous avez écrit, on m'avait dit que ce serait impossible, vous l'avez fait quand même, mais est-ce que tout le monde peut le faire et est-ce que la prospérité des 5 prochaines années en France peut reposer sur le numérique? De quelle façon, en tout cas, on le voit, il y a des peurs. Est-ce que ce numérique peut être plus partagé et de quelle façon, concrètement, le numérique participera de cette prospérité en France? Bonjour et merci. Je vais essayer d'être rapide parce que je pense qu'il fait chaud, tout le monde a faim. Et donc moi, je vais vous parler du numérique, qui est le sujet que je connais bien. Le numérique, évidemment, il y a beaucoup de la prospérité future qui va venir du numérique et de la création de valeur. Et en fait, il y a une vraie question, c'est de savoir quelle est la fraction de cette valeur future qui va être créée que l'Europe va pouvoir capter. Parce que pour mettre un peu les pieds dans le plat, aujourd'hui, il y a une archi-dominance des groupes américains, en particulier des GAFA. Et la question, c'est de savoir... Et le problème, c'est que ça tend à s'accélérer d'une année à l'autre. Ils ont une croissance qui est supérieure au secteur dans beaucoup de domaines. Et donc, on voit cette tendance et on dit où ça va. Alors, il y a la Commission européenne récemment qui a essayé de mettre le holà entre la différence entre la dominance et l'abus de position dominante. Donc ça, c'est un message important pour que l'écosystème reste sain. Donc c'est bien d'être vigilant, mais on ne peut pas se contenter d'avoir une position défensive. Il faut arriver à sortir par le haut. Et sortir par le haut, et c'est un peu mon propos aujourd'hui, c'est de dire qu'il faudrait qu'on crée nos propres GAFA européens. C'est vraiment ça qu'il nous faut. Et en fait, quand on y réfléchit, on a les talents, la recherche, les ingénieurs, les financements, tout est là. Donc il n'y a rien de structurel qui nous empêche de ça. Donc j'aimerais juste partager un certain nombre de pistes qui, j'espère, plairont au ministre parce qu'elles ne coûtent rien au budget de l'État en ces temps difficiles. Alors peut-être déjà un mot sur ce qui ne marche pas d'abord. Ce qui ne marche pas, c'est les plans calcul. Alors peut-être que c'est bien pour l'industrie lourde sur des cycles longs, mais là on est sur des cycles ultra courts. Donc on ne peut pas avoir un raisonnement top-down où l'État va décider de filières, de machin et distribuer de l'argent. Ça, c'est juste, on va juste gâcher de l'argent et en ce moment, il est rare. Donc ce qui marche, c'est la logique bottom-up. Et en fait, il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Il y a un modèle formidable qui s'est développé dans la Silicon Valley, que je connais très bien parce que j'habite là-bas depuis 2009. Et c'est ça qu'il faut aller répliquer en Europe. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'innovation? C'est un sujet très compliqué. Moi, ça fait 20 ans que je fais. En fait, c'est très difficile d'avoir le bon produit au bon moment. Si vous êtes trop tôt dans le marché, vous prêchez dans le désert. Si vous êtes trop tard, vous allez arriver après la bataille. Donc, en fait, pour que ça marche, il faut beaucoup de gens essayent. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que derrière un Google ou un Facebook, il y a des milliers d'entreprises américaines dont personne ne parle, des startups qui ont raté. Et c'est parfaitement normal. C'est comme ça que marche l'écosystème. Donc, il faut retenir la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'il y ait beaucoup d'élites françaises et européennes qui veulent monter des startups au lieu d'aller aspirer dans les grands groupes ou l'administration publique. Donc heureusement, maintenant, il y a un vent très favorable et ça devient glamour de monter sa startup. Et il y a beaucoup de jeunes là, j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont le faire. C'est une aventure formidable. Et le discours politique, je trouve, va dans le bon sens. Maintenant, ça ne suffit pas. Parce qu'il me reste que 2 minutes. Et donc, en fait, ce qu'il faut en plus de ça, c'est avoir les bons outils. Parce que même quand on réussit, même quand on a la bonne idée au bon endroit, ce qui est quelque chose qui arrive une fois sur 100, on a des cas en France, on pourrait citer Dailymotion ou Viadeo, où ils n'ont pas eu la réussite qu'ils espéraient. On dit, bah ouais, les Américains, ils sont plus forts. Mais en fait, scaler une boîte, il y a des bonnes pratiques, il y a des instruments aussi, et c'est ça qu'il faut faire. Il y a aussi des instruments
juridiques et fiscaux qu'il faudrait améliorer en France et en Europe. Je pense notamment un truc très simple, qui ne coûterait pas d'argent, mais qui est un peu l'arlésienne, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis, vous créez une Delaware Company, et avec ça, vous pouvez opérer dans tous les US. Si on pouvait avoir l'équivalent d'une Delaware Company en Europe, si possible, qu'il soit calé sur la Delaware Company, comme ça, c'est plus simple pour les investisseurs. Pas besoin non plus de la réinventer l'eau chaude. Et parfois, il faut savoir accepter, être pragmatique et prendre aux Américains ce qui est bien dans leur modèle. Nous, on est allé se coter au Nasdaq, parce que voilà, c'est là où il y avait le marché le plus sophistiqué financièrement. Donc ce qu'on cherche, c'est pas à créer des petits groupes locaux qui se barricadent derrière les frontières, mais des entreprises globales où on prend le meilleur du tout, mais on va avoir les bons instruments pour ça. Et donc j'espère beaucoup que le vent nouveau qui souffle actuellement va agir. Moi, je vois tous les jours des entrepreneurs aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec il y a 5 ans. Ils ont une niaque incroyable et ils veulent vraiment conquérir le monde. Il va leur falloir 5-10 ans pour faire ça, parce qu'une start-up, ça ne se fait pas, contrairement au mythe, on ne s'enrichit pas en 18 mois. Criteo, il nous a fallu 10 ans pour dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui est long, qui est laborieux, mais quand on y en arrive, c'est absolument formidable. Et ça, c'est le message que je veux faire passer. Et je pense que la France et l'Europe, dans 5-10 ans, ça va être fabuleux. Voilà, merci. Merci beaucoup Jean-Baptiste Rudel. Françoise Sivignon, vous êtes présidente de Médecins du Monde, vous revenez du Kenya, de Somalie, mais aussi des camps de migrants qui sont en France ou en Europe. Lorsque vous entendez parler, et y compris les chefs d'entreprise que vous entendez parler, le politique au sens large que vous avez entendu parler, de la prospérité française, est-ce que vous vous dites... oui, ils comprennent la situation, ils sont raccords avec ce qui se passe, ou au contraire, non, ça ne va pas. La prospérité française ou européenne, elle ne peut pas être complète s'il n'y a pas le regard que nous, associations, nous portons. Bonjour et merci beaucoup de cette opportunité. En assistant à vos rencontres, je me disais que c'est des champs et d'expertise qui ne se croisent pas souvent et je trouve qu'on devrait le faire plus souvent. Voilà, ça c'est ma première remarque. Ensuite, oui, c'est un peu compliqué de parler d'activité humanitaire et de prospérité. C'est un peu compliqué, et notamment en France, puisque le sujet était quand même la France. Il se trouve que, si on prend l'exemple de Médecins du Monde, c'est la première fois depuis l'existence de Médecins du Monde qu'on a mis en place des activités dites humanitaires, c'est-à-dire issues de nos terrains d'urgence, quelque part, en France. Donc ça, quelque part, c'est pas de la prospérité. On ne peut pas étiqueter ça prospérité. On a fait la même chose en Europe. Donc, voilà, cette crise politique en Europe, elle est venue percuter évidemment les personnes elles-mêmes, elle est venue percuter nos activités et les activités de quasiment toutes les organisations humanitaires. Donc ça, c'est un sujet, il va falloir le prendre à bras-le-corps. Je me retourne vers Monsieur le Ministre pour cette opportunité, effectivement, de dire la migration, puis après je passerai à un autre point. C'est pas un phénomène partiel, etc. Enfin, nous, on le voit sur nos terrains et les gens nous parlent. Le XXIe siècle, il sera, et comme on l'a beaucoup dit ici, c'est un siècle de mobilité. On est dans la mobilité, donc les personnes ne peuvent pas bouger, notamment celles qui ont, sur le territoire français, des droits fondamentaux. Il est de la responsabilité d'État de protéger les exilés, pour certains, donc ceux qui ont droit à l'asile, et on a 10 000 mineurs non accompagnés. C'est vrai qu'il fallait que je partage ce chiffre avec vous sur le territoire français. Ils doivent relever de la responsabilité, de la protection de l'État et de l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est mon premier point. Voilà, après je vous ferai retrouver le goût de sourire plus tard, mais non, la deuxième chose, c'est qu'on a une société civile en France qui est très forte, et je m'appuierai sur ce qui s'appelle l'appel des solidarités, qui a été initié par monsieur Nicolas Hulot, entre les deux tours, juste avant le premier tour. C'est 350 organisations de la société civile dans toute leur diversité qui ont fait 400 propositions. Donc ça, on ne s'arrêtera pas d'interpeller l'État, de demander des choses parce que les dysfonctionnements, on les connaît, les conditions des gens, on les connaît. Donc je pense qu'il y a un moment où cette articulation, elle se fait, mais il faut qu'elle se fasse de façon plus proactive quelque part parce qu'on a vraiment des choses à dire et de vraies propositions. Ça, c'est mon deuxième point. Le troisième, c'est que comme tous les secteurs, le secteur humanitaire bouge énormément. Alors on a toujours une étiquette un peu romantique quand on
quand on rentre de certains terrains, c'est plus exactement ça. En fait, on a à côté de nous, on accompagne des acteurs du Sud qui ont l'intention de devenir puissants. Et la puissance, c'est en termes d'interpellation de leurs propres États, mais aussi une puissance en termes financiers. Il se trouve que pour l'instant, sur les milliards d'aides internationales, 2 minutes. Les milliards d'aides internationales, les ONG dites du Sud, elles s'étiquettent souvent comme telles, ne bénéficient que 0,4% de cette aide financière, ce qui est tout à fait insuffisant. On n'est pas là pour, je veux dire, les accompagner à vie, quelque part. Ils sont des acteurs responsables de leur changement social. Donc, nous, Médecins du Monde, on a une optique un peu particulière. C'est-à-dire qu'on soigne, on témoigne, évidemment, des dysfonctionnements, du fait que les lois ne sont pas appliquées parfois ou qu'elles devraient évoluer. Donc, on accompagne modestement le changement social. Mais sur place, les personnes qu'on accompagne à l'international, ils ont la même démarche que nous. Et véritablement, cette société civile, elle est très visible. Juste un mot sur ce qui s'est appelé le premier sommet humanitaire mondial qui a eu lieu à Istanbul. Ils ont revendiqué ça très très fortement. Et il faut vraiment les écouter parce que, comme nous ici en France, ils auront des propositions à faire dans leur propre pays et ils seront les acteurs de leur propre changement. Merci beaucoup, Françoise Sivignon. Avant d'avoir une question de la salle et la question de l'étudiant, est-ce que Bruno Le Maire veut réagir? Parce que d'une certaine façon, vous avez eu un peu les compliments de Jean-Baptiste Rudel, le climat est meilleur peut-être pour les startups ou les entreprises ou le numérique. Benoît Potier insiste sur sa responsabilité, mais Françoise Sivignon vous interpelle. Je crois qu'il y a, parmi tous les messages importants qui ont été passés, il y en a deux qui me frappent. Le premier, c'est celui qui a été passé par Jean-Baptiste Rudel sur l'innovation. On a manqué la révolution des logiciels il y a 20 ans. Quand je dis nous, c'est les États européens. Et nous avons laissé Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft profiter à plein de cette révolution. Aujourd'hui, il y a une nouvelle révolution technologique en cours, c'est celle des données et de la maîtrise de ces données par l'intelligence artificielle. Je pense que les États européens, je partage totalement votre analyse, la France en particulier, ont tous les moyens de réussir cette révolution. Mais il ne faut pas qu'on se plante dans la manière dont on accompagne cette révolution technologique. Et je le redis pour le fonds de 10 milliards d'euros consacré à l'innovation que nous allons mettre en place à la demande du Président de la République, l'objectif, ce n'est pas le nouveau plan calcul. L'objectif, ce n'est pas l'État qui dit, tiens, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura des fusées, du nucléaire. Tout ça, nous sommes incapables de le faire. Donc autant le reconnaître. C'est créer l'environnement, l'écosystème, la fiscalité, les soutiens nécessaires pour que la bonne idée arrive au bon moment, se développe, croisse, grandisse, au profit de la France et des États européens. Parce que moi, le cœur un peu déchiré de voir autant de start-up qui émergent en France, grâce à vous, grâce à tous les jeunes qui sont présents ici, qui créent leur start-up. Et puis dès que ça marche, dès que ça devient un peu plus important, ben c'est racheté par un fonds américain et ça se déplace en Californie ou ailleurs. Moi, j'aimerais que ça s'installe ici, en France et en Europe. Et le deuxième message que je veux passer à ma voisine de gauche, c'est qu'il ne peut pas y avoir de prospérité en France ou en Europe si nous ne sommes pas capables de faire profiter les États du Sud, et en particulier le continent africain, de cette prospérité. Ça ne sert à rien. La question des migrations sera probablement une des questions les plus difficiles, et je dirais les plus douloureuses du XXIe siècle. Il y a aujourd'hui entre 400, 600, peut-être 700 000 personnes qui attendent en Libye de passer en Europe, qui sont prêts à tout, à risquer leur vie pour pouvoir rejoindre le continent européen. Et ces personnes-là, j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de personnes qui avaient réussi à rejoindre l'Europe. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas des personnes sans aucune éducation, perdues ou quoi que ce soit, c'est en règle générale l'élite ou la classe moyenne des pays africains dont ils viennent. Ils parlent l'anglais, ils sont éduqués, ils sont parfois avocats, enseignants, médecins, et ils quittent leur pays tout simplement parce qu'il n'y a aucun espoir de vie pour eux et pour leur famille dans leur pays. Eh bien, la prospérité en France et en Europe, elle ne sera durable que si nous arrivons à faire profiter aussi le continent africain. Notre question
En vous présentant. Allô. Oui, bonjour à tous. Kevin Thiévon, étudiant à l'EDEC. Ma question, au fond, est assez transversale. Elle interroge la réception de l'économie en tant que discipline dans le débat public français. Au fond, comment rendre digeste et intelligible une science qui se dit du bien commun et qui régit la grande majorité de nos problématiques dans notre société? Comment la rendre donc compréhensible, accessible par l'ensemble des Français? Et est-ce que les intellectuels, les artistes, aidés des économistes, ne pourraient-ils pas jouer ce rôle de passeur vis-à-vis de cette discipline qui est fondamentale pour nous aujourd'hui? Merci beaucoup. Les médias attendent un peu de le faire, hein. Apparemment, c'est compliqué, ça c'est vrai. Peut-être, Benoît Potier, vous pourriez répondre justement vu votre expérience. Oui, moi je pense qu'il y a une chose qu'on fait très très bien en France, c'est la macroéconomie. La preuve. Nous sommes là, ce sont des réunions économiques, et je pense qu'on réfléchit bien. Les écoles françaises sont parmi les meilleures du monde. Ce qu'on a du mal à faire, c'est la microéconomie, c'est-à-dire comment ça se passe en pratique, dans les entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on crée de l'emploi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses avancent? Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faudrait qu'on travaille. Les entreprises ont un rôle à jouer puisqu'elles sont le réceptacle, en fait, du système d'éducation. C'est les entreprises qui accueillent tous les élèves, tous les étudiants qui sont passés par le système. Et donc, nous avons, nous, à nous prendre en main. Ce matin, on disait dans un autre amphi qu'en fait, les entreprises avaient perdu la parole. Il fallait qu'elles reprennent un peu la parole. Je pense que sur ces thèmes-là, il faut qu'on reprenne la parole, il faut qu'on explique comment ça se passe, et il faut qu'on arrive à reconnecter un tout petit peu la microéconomie avec la macroéconomie. Et on en fera à ce moment-là, on fera de l'économie une vraie discipline comprise en France alors qu'elle ne l'est pas aujourd'hui. Jean-Baptiste Ridel. Alors, moi évidemment, mon sujet, c'est plutôt la microéconomie que la macroéconomie et qu'est-ce qui marche de manière très pragmatique, et en particulier pour les startups. Moi, qu'est-ce que j'ai pu essayer de faire au-delà de la French Tech, pour la French Tech, au-delà de Criteo, c'est développer des outils qui vont permettre aux jeunes qui montent des startups d'aller plus vite et de ne pas réinventer l'eau chaude. Par exemple, on a publié récemment un document standard d'investissement. Parce que quand vous levez de l'argent pour la première fois, que vous êtes un jeune de 25 ans, c'est très anxiogène, vous avez toujours l'impression que vous allez vous faire avoir. Et donc, quelque chose qui a été fait par 50 entrepreneurs expérimentés, c'est pour aussi, ça crée de la confiance. Donc, c'est de la petite microéconomie, mais c'est très pragmatique. En 24 heures, il y avait 3000 téléchargements. Et maintenant, c'est devenu, en France, un peu la référence de documents d'investissement pour le early stage. Vous avez une question, madame. Est-ce qu'on peut donner un micro? Bonjour, Catherine Oulès. Je me demandais si la question, c'était pas, maintenant que les Anglais sont en passe de sortir de l'Europe, de créer un New Deal entre les entreprises et les États, finalement, en Europe. On a des grandes entreprises qui, elles, ont réussi la mondialisation, puisque toutes nos grandes entreprises sont mondiales. Elles sont pourtant, il était mentionné ce matin, qui ne se trouvaient pas populaires. Elles ne sont pas populaires, peut-être parce que justement, elles ont désinvesti la question qui nous préoccupe, c'est-à-dire d'associer finalement ceux qui se sentent laissés pour compte. Donc je me demande si le changement, ce n'est pas que les États créent le contexte, mais que les entreprises, finalement, on a dit aussi ici cette semaine que le changement doit être sponsorisé par ceux qui ont le pouvoir, et le pouvoir et l'argent est beaucoup dans les grandes entreprises. Donc peut-être que si elles se mobilisaient de l'intérieur, dans chaque grande entreprise, il y a 100 000, parfois 60 000 ou 200 000 personnes. Donc si toutes ces personnes-là se mobilisaient pour être plus altruistes, si chacune passait 1% de son temps sur des projets où s'associerait avec des gens qui sont exclus, on aurait une force de frappe considérable. Merci beaucoup, Bruno Le Maire. Je vais rebondir sur votre question pour vous parler justement du rôle de l'État dans l'économie, puisque c'est la question que vous posez à travers le Brexit et la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Quel est le rôle de l'État dans l'économie?
ça n'est pas de gérer les entreprises à la place des entrepreneurs. Ça, Jean-Baptiste Rudel le fera 1000 fois mieux que moi, et vous tous ici, vous le ferez beaucoup mieux que moi. Le rôle de l'État, c'est d'abord de créer un environnement le plus favorable possible au développement des entreprises. Et nous allons le faire, je le redis, tout de suite. Nous le faisons pour la finance, en disant à toutes les grandes entreprises financières du monde, venez à Paris, la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, il y a une place pour vous. Nous allons baisser l'impôt sur les sociétés. Nous allons supprimer la dernière tranche de la taxe sur les salaires. Nous allons avoir un environnement fiscal beaucoup plus attractif, venez créer des emplois en France. Ça, c'est le premier rôle de l'État. Ça vaut aussi pour les PME. Nous adopterons l'année prochaine un dispositif législatif pour créer en France un Mittelstand français, c'est-à-dire des ETI puissantes sur tout le territoire, capables d'exporter et de créer des emplois partout en France. Le deuxième rôle de l'État, c'est de défendre nos intérêts stratégiques. Ne soyons pas naïfs. Les investisseurs, oui. Les prédateurs, non. Et je veux que les choses soient très claires. Nous avons des instruments qui nous permettent de lutter contre les prédateurs qui voudraient acheter à peu de frais et sans perspective économique un certain nombre de grandes entreprises françaises. Nous ne laisserons pas faire. Et nous utiliserons les instruments nécessaires pour protéger les intérêts économiques stratégiques de notre pays. Merci. Merci. Il nous reste 1 minute. Je voudrais que Françoise Sivignon et Françoise Benamou, et d'abord Françoise Sivignon, réagissent à cette proposition, c'est-à-dire que les entreprises participent à cette lutte contre l'exclusion pour que cette prospérité soit vraiment entendue comme une richesse qui soit partagée et qui soit au-delà de la richesse, justement. Et la conclusion avec Françoise Benamou en 1 minute. Merci. Merci. Je pense qu'il y a une connaissance mutuelle de ce qu'on fait les uns les autres qui est indispensable, comme préalable, je dirais. Après, j'étais un peu caricaturale en disant qu'on n'a aucun lien avec les entreprises. Bien sûr, on a quelques liens. Et je donnerai juste à titre d'exemple, on est dans une phase de régionalisation. On a des projets partout en France. Et de déconcentration, on met des pôles d'activité dans des régions du monde. Pour exemple, on est à Amman pour traiter toute la crise syrienne et les pays autour. On a été aidé par Bain, qui est donc un consultant, et vraiment, c'est une compétence qu'on n'a pas à l'intérieur de Médecins du Monde. Donc, dans ce genre d'articulation, de projets précis, on a vraiment bénéficié. Enfin, ils nous ont rendu un rapport absolument magnifique. Ils l'ont fait pro bono, mais on a vraiment bénéficié, je pense, les uns et les autres, parce que, juste pour un mot sur... ils ont trouvé du sens à ce qu'ils venaient faire à Médecins du Monde, et nous, on a évidemment trouvé du sens à ce qu'ils nous apportaient. Voilà. Merci. Françoise Benamou, pour peut-être un petit peu conclure cette session avant la déclaration finale du Cercle des économistes. Alors, très très vite, moi je me disais en écoutant chacun que peut-être on aurait pu intituler cette session « Transformer le souhaitable en possible ». Alors avec 4 préconisations que j'ai retenues bien sûr parmi d'autres, agir vite et en européen en créant le bon environnement économique. Deuxième point, face aux GAFA, créer un statut d'entreprise européenne, favoriser véritablement l'innovation au niveau européen. Le troisième point, Bruno Potier nous disait il faut regarder les fonds marins plutôt que les vagues. Je l'ai traduit en ne pas naviguer à vue et dans des domaines cruciaux comme l'environnement, la santé, le vieillissement et le digital. Et puis enfin, merci à Françoise Sivignon de nous avoir rappelé la place de l'humanitaire et de nous avoir donné le sentiment que ça n'était pas seulement l'affaire des humanitaires, mais de nous tous qui sommes ici. Merci.